Bonjour tout le monde, c'est Aline et bienvenue dans ce nouveau format, le mur du son, qui va me permettre de vous parler de son au cinéma. Et aujourd'hui, pour le premier épisode, on va parler d'un film qui est sorti la même année que moi. Je parle bien sûr de Jurassic Park de Steven Spielberg. Maybe it's the power trying to come back on. Du coup, pour cet épisode, j'ai sélectionné une scène du film, à savoir la scène de l'attaque du tyrannosaure. Alors, je vous recommande d'aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue, elle est facilement trouvable sur YouTube. Et une fois que vous l'aurez vue, revenez ici, on va en parler, on va la décortiquer un petit peu. Dans cette séquence, évidemment, les images de synthèse ont une place très importante. Jurassic Park, c'est le film qui a démocratisé leur usage, et cette scène est une véritable démo technique. Aidé par les lumières et la pluie, le T-Rex paraît plus vrai que nature. Mais tout tomberait à plat sans l'appui du son. La première chose qu'on remarque, c'est l'absence totale de musique pendant toute la séquence. Le film a exhibé deux thèmes musicaux très marquants jusque-là, et pourtant, pour son immense scène, sa scène centrale, il choisit le silence. Pourquoi ? Eh bien parce que la scène en elle-même se situe très exactement au milieu du film et elle fait office de point de rupture en fait. Le film change totalement de ton à partir de là. Toute la magie et l'émerveillement de la première partie laisse place à l'horreur et à la violence de la deuxième partie. This is magnificent. Oh yeah, that's how it always starts. But then later there's running and screaming. On quitte le monde de l'enchantement et on revient à une dure et brutale réalité sans artifice et donc sans musique. On peut également observer une altération du langage. Il indique le retour de la part des humains à un statut de proie. Les propos construits laissent place à des cris, des hurlements de terreur et des propos incohérents. Le langage est souvent utilisé comme une métaphore de la civilisation. Il est ici rendu caduc. La chèvre joue elle aussi son petit rôle. Elle est un effet d'annonce pour le monstre qui s'apprête à débouler et à attaquer nos héros. C'est effectivement souligné par Lex, qui est la première à remarquer la disparition de la chèvre et qui, en réponse à ça, se prend un bon gros jumpscare du cuisseau qui tombe sur le toit. Where's the goat? Mais si on tend l'oreille, on peut remarquer l'absence de la chèvre depuis un petit moment déjà, parce qu'elle est la première annonciatrice de l'horreur qui s'apprête à arriver. Plus important, la pluie. La pluie est extrêmement importante dans cette séquence. Déjà, en premier lieu, elle est le témoin narratif de l'ouragan qui provoque les événements du film, mais en plus, elle est vraiment synonyme de danger. On peut l'entendre de deux manières différentes dans la séquence. On peut l'entendre de l'extérieur, où elle va faire un grand vacarme sur les gravillons, sur les feuilles des arbres, et elle force les personnages à crier. Mais on peut également l'entendre depuis l'intérieur des voitures, où elle est assourdie et on l'entend rebondir sur les vitres. Entendue de l'extérieur, elle est synonyme de danger, parce qu'elle implique qu'on est dans le même espace que le dinosaure, et donc pas protégé par les voitures. Hey! Ian, freeze! Get the can! Get rid of the fire! Cette frontière est mise en valeur quand le T-Rex détruit le toit d'une des voitures et que le traitement sonore de la pluie change alors qu'on est toujours à l'intérieur de la voiture. L'abri est brisé, la créature est là, il n'y a plus de sécurité.
plus, en petit bonus comme ça, ce son de pluie amène plus organiquement la voiture qui va s'enfoncer dans la boue plus tard, alors que le sol paraissait assez compact. On sent que c'est une pluie qui est violente et qui va vraiment faire un marécage. Et enfin, dernier élément majeur de cette séquence, le T-Rex lui-même. Le sound design autour de lui est incroyable. Ses bruits de pas, de mastication, et évidemment son rugissement. Gary Ristrom, le sound designer, a employé des vrais animaux pour recréer le son d'une créature disparue depuis des millions d'années et dont on ne connaîtra probablement jamais le cri. Du coup, il utilise un tigre et un éléphanteau au ralenti pour recréer les sons de grognement et de rugissement. Et pour la mastication, il a enregistré son propre Jack Russell en train de manger parce qu'il trouvait que l'animation du T-Rex qui mastique ressemblait beaucoup à son propre chien. La technique consistant à ralentir les sons lui vient de Ben Burtt, le sound designer de génie derrière Star Wars, qui a pu l'utiliser notamment dans Le Retour du Jedi pour le cri du Rancor, qui est en réalité un teckel. En effet, Burtt disait que ralentir un son permettait de lui donner énormément de volume et que enregistrer un son et le ralentir permettait d'entendre beaucoup de petits éléments présents dans ce son qu'on n'entendrait tout simplement pas avec quelque chose de plus gros. D'où le teckel, l'éléphanteau plutôt qu'un éléphant adulte. Le son est donc extrêmement important dans cette séquence. Il met déjà en valeur le tyrannosaure pour le rendre encore plus terrifiant, et croyez-moi, quand j'étais gosse, il m'a vraiment terrifié. J'avais peur de voir un T-Rex arriver à ma fenêtre. Mais en plus, il permet de vraiment faire de cette séquence une zone tampon entre l'émerveillement de la première partie et l'horreur de la seconde partie. Ça la rend marquante, ça la rend importante, et c'est très cool. C'est à mes yeux une véritable leçon de mise en scène sonore. Merci donc d'avoir suivi ce premier épisode du Mur du Son, j'espère que ça vous a plu. Je tâtonne un petit peu sur le format encore, mais voilà, vous aurez une petite idée de ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour peut-être un autre épisode, pas savoir. D'ici là, prenez soin de vous et ne faites pas que regarder les films, écoutez-les. Il est ici rendu caduc. Philippe Caduc.